Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi à Martissan afin de demander aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la paix revienne dans cette zone devenue depuis plusieurs mois le théâtre d'affrontements entre gangs. Plus d'1 millier d'assassinats ainsi que 300 cas de kidnapping ont été recensés sur 6 mois, de janvier à juillet, selon un rapport publié par le collectif Défenseurs Plus. L'inauguration ce vendredi par le ministre de la Justice du complexe administratif logeant à la fois le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, l'office de l'état civil de la section sud et le bureau de l'identification nationale. La construction de ce bâtiment a été financée par le PNUD. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique donne la garantie que les autorités judiciaires vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire la lumière sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Monsieur Rockefeller-Vincent affirme que les auteurs intellectuels de ce crime seront punis. Cette inauguration s'inscrit dans la continuité de l'esprit bâtisseur du président Jovenel Moïse, malheureusement lâchement assassiné avant même le terme de son mandat constitutionnel par les forces obscurantistes réfractaires au changement. Cet assassinat spectaculaire est symptomatique d'une intolérance exacerbante dans la société haïtienne. Qui est-ce qui a intérêt à ce que le président soit réduit au silence? Qui a financé toute cette machine macabre pour assassiner le président? À qui profite le crime? En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je rappelle à toutes et à tous que nous ne vivons pas à l'état de nature. Nous ne pouvons pas vivre tant que bêtes sauvages. Haïti est un état de droit. Assassins, yo tout, yo doivent juger et condamner selon le vœu de la loi. Seule une juridiction de jugement compétente est habilitée à condamner un individu. Prenez donc garde à ne pas assassiner le caractère de paisible citoyen par des propos calomniants à des fins inavouables et inavouées. Dossier qui côté que lié qu'on y a au niveau de cabinet d'instruction. Instruction sont bagaille qui secrète. Nous devons quitter magistrat instructeur mener investigation en toute indépendance et malheur à ceux qui auraient proféré des menaces à l'endroit des autorités judiciaires en charge du dossier. Assassins yo doit mettre hors d'état de nuire. En plus de ce cas emblématique, la justice doit aussi pencher sur tout crime qui était impuni dans le pays. Nous tous, nous connaissons que Kassayo yo en pile. Dans le même temps, nous avons appris que le juge instructeur Mathieu Chanlatte, chargé de l'affaire, s'est déporté. Maintenant, les autorités sont dans l'obligation de trouver un autre magistrat qui doit instruire ce dossier. Comme nous l'avons dit en titre, des résidents de Martissan tirent la sonnette d'alarme. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi à Martissan afin de demander aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la paix revienne dans cette zone devenue depuis plusieurs mois le théâtre d'affrontements entre gangs rivaux. Les protestataires, très remontés et très en colère,
ont critiqué le laxisme de certains élus qui, selon eux, sont restés indifférents à la violence qui sévit dans ce secteur. Ils estiment que trop de pauvres innocents ont perdu la vie. Seul un accord politique permettra de définir une gouvernance de transition dans le pays, selon Jacques Ted, syndic de la commission de recherche d'une solution à la crise. Il a contesté la récente proposition d'accord du Premier ministre Ariel Henry. Par ailleurs, le membre de la commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise a rencontré l'émissaire américain Daniel Foote pour lui faire comprendre la nécessité de laisser les Haïtiens trouver eux-mêmes une solution à la crise. Un rapport publié par le collectif Défenseurs Plus sur la situation des droits humains a fait état de plus d'1 millier d'assassinats ainsi que de 300 cas de kidnapping de janvier à juillet 2021. En conférence de presse ce vendredi, la responsable d'assistance légale de l'Organisation de défense des droits humains, Shaina Etienne, souligne que ces chiffres sont largement sous-estimés compte tenu des difficultés pour collecter les informations. Suivez les explications de Shaina Etienne de la POD. Côté que 7 mois qui se passent, pas de gagner une tranquillité d'esprit auprès de la population et pas de gagner non plus confiance. Un seul sentiment que les citoyens ont gagné, c'était la peur. L'insécurité à lui-même, il était arrivé sur tout le monde, petit malheureux pour arriver sur l'autorité, notamment défunt Jovenel Moïse qui était représenté chef de l'État lui-même qui arrivait perdu la vie dans un assassinat qui entouré de mystère et qui allongeait liste pile paquet de citoyens qui perdu la vie dans assassinat pendant 7 mois ça yo. Pour assassinat dans le monitoring Défenseurs Plus fait chaque semaine avec information que nous recueillons auprès de autorités policières, nous arrivons ouais qu'il y a environ 1000 personnes qui mourent assassinés. Donc, les gens qui mourent par balle, ou bien ils mettent du feu sur eux tout vivant, ou bien ils lapidé, ou bien manchette, ou bien couteau. Et après moun sa qui a mouru par balle, nous avons un affrontement gang armé qui mettait l'avion paquet moun en danger. Dans l'entrée sud capitale là, moun mouri facile, qui était dans bus, qui était à pied, qui était sous moto, c'est presque chaque jour il y a pas corps et sans vie dans zone ça yo. Et nous pas qu'à comptabiliser moun qui assassiné under zone côté que moun pas qui contrôle même institution policière là. Là n'a parlé de PNH lui-même qui t'a supposé bailler sécurité dans ce territoire national là, yo même encore under institution yo pas en sécurité même sous lieu de travail. Pendant 7 mois qui se passaient, plusieurs attaques faites sous commissariat avec petits postes policiers. Et policiers autour yo subi de assassinats qui fait et partout sur le territoire national là. Nous avons tout et phénomène kidnapping qui pas stoppé et autorité ont avancé un chiffre qui presque 300 cas kidnapping mais en Défenseurs Plus nous pensons que plus que ça parce que yo pas relaté vraiment tout cas yo. Nous voilà mais moun qui gen zam illégal yo travaille chaque jour parce que yo autorité policière yo vraiment absent, yo même yo tout profiter de absence là pour yo détourner bus et pour yo fouiller passagers, moun k'ap sot la banque yo même c'est un mauvais choix yo ça c'est fait parce que y a braqué business entre kay moun pour voler. Et puis nous te ouais tout le dernier point doit suivre la politique là, liberté pour moun manifester pacifiquement que constitution a prôné. Mais en Haïti nous vinn ouais que c'est liberté pour moun manifester armé qui vient normal dans autorité yo. Et occasion manifestation vient faire que liberté de la presse tout pas respecté parce que à chaque fois qu'il y a manifestation, il y a répression qu'a fait ni sur manifestants ni sur journalistes et yo victime de brutalité policière yo. Donc tout effort et organisation doit faire pour faire respecter le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Jusqu'à maintenant, autorité l'État n'a pas arrivé à faire respecter les droits pendant 7 mois qui se passent. Le complexe administratif logeant à la fois le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, l'office de l'état civil de la section sud et le bureau de l'identification nationale a été inauguré ce vendredi.
La cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent. Dans son discours de circonstance, il a remercié le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a financé la construction de ce bâtiment. De son côté, la représentante du PNUD, Stéphane Zibel, a plaidé en faveur de la construction d'autres tribunaux de paix à travers le pays, ce qui, selon elle, favorisera l'accès à la justice. La cérémonie de ce matin marque une avancée significative dans les efforts visant au renforcement des institutions de l'État de droit en Haïti, dont le système judiciaire constitue un des piliers. Je suis persuadée que le bon fonctionnement du tribunal de paix, qui promeut une justice proche de justiciables, peut contribuer à la paix sociale, indispensable au développement durable de ce pays. Renforcer la justice de paix est d'une importance cruciale, qui plus est dans un contexte où le système judiciaire est confronté à des dysfonctionnements chroniques. En témoigne le taux de détention préventive prolongée qui concerne 88% des prisonniers actuellement incarcérés. Si cette inauguration qui nous réunit aujourd'hui constitue une avancée notoire dans le fonctionnement opérationnel de la justice de paix, nombre de tribunaux demeurent dans un état préoccupant, rendant difficiles les conditions de travail du personnel. Je profite de l'occasion de cet événement pour faire un plaidoyer pour mobiliser les ressources nécessaires pour réhabiliter les tribunaux de paix, notamment dans les juridictions de province, afin de renforcer l'accès à la justice dans les zones reculées du territoire national. La remise en état du bâtiment logeant le tribunal de paix de la section sud de la juridiction de Port-au-Prince est le signe fort de la reconnaissance de la valeur de ces tribunaux dans le système judiciaire, ceci tant par le gouvernement haïtien que par les partenaires techniques et financiers. Je veux, à cette phase, saluer et remercier le Programme des Nations Unies pour le développement, pour la gestion efficace de ce projet qui a permis à Haïti de disposer de ce nouveau complexe administratif établi sur une superficie totale de 1122 mètres carrés, disposant de 19 salles et de 18 toilettes. Ce bâtiment, conforme aux normes de construction exigées, coûte 350 000 $ américains et traduit l'idée de modernisation et de structuration que le gouvernement promet. Aujourd'hui, nos juges, nos greffiers, les justiciables, le personnel de justice, les officiers d'état civil, les clercs, les employés de l'ONI, les usagers trouveront un local flambant neuf et digne, répondant aux aspirations légitimes. Tandis que l'État va continuer à mettre sur pied d'autres bâtiments au profit de la justice, il est également du devoir des acteurs judiciaires d'en faire bon usage, non seulement dans la gestion physique de l'espace, mais aussi et surtout dans une distribution saine, diligente et impartiale et interrompue du service public de la justice. La BRH vient de proposer un moratoire sur le remboursement des prêts hypothécaires et prêts commerciaux pour une durée de 6 mois. Pour un peu comprendre le mécanisme, nous avons de nouveau avec nous notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà, donc cette proposition de moratoire de la BRH est venue un peu soudainement. Rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, rapidement, il faut dire que la BRH, c'est dans l'esprit de stimuler l'économie qu'ils ont proposé que les banques comme de la place et les institutions financières engagées dans la créance ou dans l'émission de créance consentent de recevoir pendant une période de 6 mois seulement les intérêts sur les créances et pendant cette période de permettre
aux débiteurs d'améliorer le cash flow du méditeur. Donc, et ceci est similaire au programme qui est appliqué, par exemple, aux États-Unis où il y a des stimulations de l'économie qui se font à travers des dons qui sont octroyés directement aux citoyens. Ça se fait également en France et ça se fait dans d'autres pays. Mais la différence entre ce qui se fait ici et ce qui a eu lieu ailleurs, ou qui a été fait ailleurs, c'est que chez nous, ce sont les banques qui vont subventionner, c'est pas l'État. Alors qu'ailleurs, c'est l'État qui a subventionné. Oui, avec la différence quand même qu'aux États-Unis, comme en France et ailleurs, l'État a donné de l'argent aux citoyens. À tous les citoyens. Absolument. Tandis que dans le cas de ce moratoire, on a simplement diminué le montant des remboursements du citoyen, ce qui a donc par la même occasion augmenté son pouvoir d'achat. C'est aussi discriminatoire parce qu'il n'y a que deux types de débiteurs à en bénéficier. Ce sont les débiteurs hypothécaires et aussi les dettes commerciaux. Les prêts commerciaux, oui. Ouais. Donc, c'est vraiment... Bon, c'est quand même la majorité des prêts, non? Bon, écoutez, lorsque vous voulez donner une simulation, il faut vraiment penser à la population qui consomme. Totalité de la population. Parce qu'en fait... ça, c'est réservé à une petite élite, disons. Bon, parce que pour faire fonctionner une économie, il faut une consommation. En fait, le secteur de l'activité de la consommation dans une économie joue un rôle assez important dans l'avancement de l'économie. C'est pourquoi, par exemple, vous m'avez déjà entendu, je suis toujours pour... Je ne suis pas un fanatique du salaire minimum, parce que je pense que le salaire minimum ne crée pas les consommateurs. Et pour faire croître une économie, il vous faut de la consommation, il faut que les gens soient bien payés pour que les gens puissent consommer. D'accord. Bon, donc si je comprends bien, ce moratoire aura pour effet de laisser un peu plus de cash flow dans la poche des différents débiteurs qui pourront en bénéficier. Mais vous dites qu'il aurait fallu que toute la population puisse en profiter. Est-ce que la BRH aurait dans son actif un moyen justement de toucher un plus grand nombre, pour ne pas dire la totalité de la population? La BRH peut ne pas disposer de moyens, mais la BRH dispose d'outils de gestion monétaire. Et de ces outils de gestion monétaire, vous avez le discount rate, le taux directeur. Parce que c'est à partir du taux directeur que tous les autres taux sont établis. Donc, que ce soit les taux pour l'hypothèque, les prêts commerciaux, prêts individuels, etc. Maintenant, la BRH aurait pu réduire le taux directeur et permettre à ce que les banques puissent eux-mêmes répercuter sur et réduire les taux d'intérêt qui sont à travers le système. Donc, toutes les créances auraient été octroyées avec un taux d'intérêt minime. Et maintenant, un taux d'intérêt réduit vous donnerait l'effet d'augmenter le cash flow de tout le monde. Voilà. Ça, c'est une première chose que la BRH aurait pu faire. Eh bien, souhaitons que la BRH nous écoute et qu'elle applique la deuxième chose, c'était le coefficient des reserve requirement. Oui, les réserves obligatoires. Les réserves, merci. OK, maintenant, aujourd'hui, à la Banque centrale, à la BRH, sur les dépôts en good, le reserve requirement, les réserves obligatoires, je crois, c'est entre 35 et 45%. Ce qui veut dire que toutes les banques qui reçoivent de l'argent en gourde doivent déposer entre 35 et 45% de ce capital à la Banque centrale en guise de réserve. Pour garantir les dépôts. Maintenant, et pour le dollar, pour les comptes en dollars, ils doivent déposer 50%. 50%. Oui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les banques en général en Haïti reçoivent les dépôts. Par exemple, le gars qui reçoit $1,000 de dépôt, il a l'obligation de payer des intérêts sur les $1,000. Mais il n'a pas accès à ces $1,000. Il n'a qu'accès qu'à 500. Il n'a qu'accès que 50%. Que du portion qui n'est pas obligé de verser pour de reserve requirement. Et pour des dollars, c'est 50%. C'est ça. Maintenant, en général, dans l'économie, les gens se plaignent des banques.
pensant que les banques disposent de tout l'épargne pour émettre des crédits, alors que vraiment le crédit est totalement indépendant des épargnes. C'est de la monnaie fiduciaire, scriptural money. Donc les banques créent le crédit et créent l'argent en émettant les crédits. Donc, les gens vraiment doivent faire très attention de ne pas blâmer les banques, parce que la moitié des fonds que les gens déposent sont versés à la banque. Maintenant, je dirais que l'APB, par exemple, aurait dû se mettre debout contre cette mesure. APB, Association des professionnels des banques. Et proposer autre chose à la Banque centrale. Vous comprenez? C'est pas à la Banque centrale de dire aux banques comment gérer, comment octroyer et comment gérer les actifs de la banque. Parce qu'une fois qu'une hypothèque est émise, une fois qu'une dette est contractée, c'est au détenteur de l'instrument financier de savoir comment il va gérer ça. Mais la banque peut proposer. Mais si vous proposez, vous devez aussi fournir le processus et les guidelines qui accompagnent la proposition. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des conversations avec divers banques, des officiers de crédit dans les banques. Chaque banque a sa procédure. Donc, ce n'est pas uniforme. Donc, oui, d'ailleurs, une fois qu'on a lu ce moratoire, je prends mon cas, je suis créancier d'une banque, enfin débiteur plutôt d'une banque, j'ai un prêt qui est courant, mais nulle part il est dit quelles sont les démarches que je dois entreprendre pour bénéficier de ces 6 mois Donc vous prenez un avis, il faut donner également les mesures d'accompagnement. Ben oui, bien sûr. Les procédures d'accompagnement. Donc c'est vraiment, bon, je ne dirais pas de l'amateurisme, c'est vraiment trop loin, mais je pense qu'ils auraient dû réfléchir à ça. Oui, donc... Ou peut-être s'asseoir avec l'ensemble des grandes banques de ce pays et arriver avec un projet commun. Oui, bon, peut-être que les banques pourraient se fédérer et établir une marche à suivre qui pourrait être consistant. Que tout le monde fasse la même chose. Et ceci aiderait la Banque centrale à mieux appréhender son avis, parce qu'il y a moyen maintenant de contrôler ce qui se fait dans le système à travers cette fédération des banques. Donc l'APB pourrait jouer ce rôle. Très bien, magnifique. Maintenant, bon, il y a une chose aussi, c'est que les officiers de crédit avec lesquels j'ai eu la chance de parler, ils ne comprennent pas ce moratorium. Ils ne comprennent pas ou on ne leur a pas expliqué. Bon, donc c'est là où je veux en venir. Les banques ont une obligation de prendre le moratorium et de l'expliquer aux officiers de crédit. Bien sûr. Par exemple, les gens, ils ne se rendent pas compte que lorsque les intérêts seulement sont payés sur la dette automatiquement est convertie d'une dette qui s'amortit, principal et intérêt tous les mois, en une dette sur laquelle seulement les intérêts sont payés. Oui. Et si seulement les intérêts sont payés, la balance due au moment où les intérêts sont payés reste constante. Donc la part du capital. La part du capital. Donc il n'y a pas d'amortisation. Donc parce que le montant du capital qui n'a pas été payé, en fait, prolongera la dette, si une dette de 36 mois, donc les 6 mois de break qui a bénéficié le débiteur, sera additionné, donc ça te ferait maintenant 42 mois de crédit. Voilà. Donc tout ceci a besoin d'être expliqué aux officiers de crédit, parce que les officiers de crédit vont dire carrément à la clientèle qui vient à eux pour en bénéficier de ce moratorium, carrément que c'est de ne pas faire. C'est exactement ce qui m'est arrivé, mais j'ai l'impression maintenant, je comprends la chose. Quand j'en ai parlé à mon officier de crédit, mon contact à la banque où j'ai mon prêt commercial, il m'a dit « Ah, monsieur Klein, pas ta conseiller au fait. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que pendant 6 mois, vous allez avoir un peu plus de cash flow, mais au moment où vous allez recommencer à payer, les mensualités vont augmenter. » Donc j'imagine qu'il m'a dit ça parce que dans son esprit, ça resterait toujours sur les 36 mois. Mais aussi que les banques allaient additionner le principal qui n'a pas été payé au principal dû.
Exactement. Donc, alors que là, ce qui se passe, c'est l'allongement de la durée du prêt. C'est ça. Voilà. Donc bon. les banques maintenant, vraiment, les choses deviennent plus claires. Oui, les banques ont vraiment besoin de faire mieux. Méritent quelques clarifications. Absolument. Bon, absolument. eh bien, et William Savary, bon, comme d'habitude, à chaque fois, la même question, comment se porte la bourse? La bourse se porte à merveille et surtout ces derniers jours, nous avons de nouvelles intéressantes parce qu'il y a aux États-Unis le stimulus package qui vient d'être approuvé au niveau du Sénat pour $1 trillion. Il y a l'autre package qui pour les dépenses et augmenter les dépenses et réinjecter dans le système de $3,5 trillions. Il ne faut pas oublier qu'au début, à l'arrivée de M. Biden, il avait déjà reçu des avants, 1,9 de stimulus pour le Covid, pour la lutte contre le Covid. Entre tout ça, dans l'agrégat, ça vous fait $6 milliards. Alors 6 trillions, pas milliards, 6 trillions de dollars qui sera injecté dans l'économie pour stimuler l'économie. Maintenant, vu que ceci cible les infrastructures, il y a certains titres qui vont en bénéficier, par exemple les titres qui sont engagés dans la production du fer. Donc vous avez US Steel qui se négocie aujourd'hui à 27, $28, je crois. Okay. Vous avez Steel Dynamic qui se négocie à 72. Tout ce qui est acier. Tout ce qui est acier. Maintenant, il y a aussi des fonds qui seront investis dans l'énergie alternative. Donc, les entreprises qui sont engagées dedans, ce sont des entreprises qui sont en train de transiter de l'hydrocarbure pour le transport à l'énergie électrique, d'où Ford. Les constructeurs de voitures. Donc, Ford aujourd'hui se négocie à $13,25. Il y a General Motors qui se négocie à 57,65, je crois. Et il y a Tesla, qui se négocie au-delà de $700. Donc, vous avez aussi la section de l'artificial intelligence. Intelligence artificielle. Vous avez, par exemple, un titre comme Google, qui se négocie entre 2300. Il y a les titres de Apple, qui est très fort en artificial intelligence, qui se négocie à 139, 140. Le titre de Microsoft, bien sûr, se négocie entre 230, 240. Donc, il y a ce qu'on appelle le horsemen. Donc, Google, Microsoft, Facebook et Apple. Donc, ce sont les 4 grands qui sont à l'avant-garde de l'intelligence artificielle aux États-Unis et qui vont en bénéficier énormément de cette... Il ne faut pas oublier Amazon. Et Amazon, évidemment. Bon, eh bien, parfait. Merci William, merci de cet éclairage sur le moratoire, merci des bonnes nouvelles qui viennent de la bourse, et puis à très bientôt. Merci Serge. Voilà, c'était William Savary, économiste et fondateur de Haitian Stock Exchange. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.